Ouvrir un livre peut nous entraîner loin, très loin. J'ai toujours aimé m'échapper de mon quotidien en fréquentant des bibliothèques. C'est en parcourant un ouvrage sur les arts dits primitifs que je découvre les tatouages polynésiens. Les dessins sont magnifiques, mais c'est surtout le texte qui m'interpelle. Il est écrit que pour ces populations, le corps non tatoué était considéré comme sauvage, presque non humain. Le tatouage civilise l'individu, qui y inscrit son appartenance à un groupe, son lignage, mais également ses qualités propres, ses compétences, ses mérites. Son apparence physique disparaît sous son identité tatouée, surtout quand le visage est lui aussi recouvert de tatouages. Ceci pouvant aller jusqu'au recouvrement total de chaque parcelle du corps pour certains chefs. L'apparence physique s'efface, laissant place à une carte d'identité imprimée sur le corps. Ces tatouages sont un signe de reconnaissance dans ces sociétés fondées sur un principe de vie communautaire. Ils révèlent également la beauté intérieure de l'individu. Comment ne pas faire le rapprochement avec notre société basée sur l'individualisme, où l'apparence est au contraire survalorisée, surmédiatisée. La recherche de la beauté est partout. Mais les vêtements, le maquillage et tous nos accessoires montrent-ils qui nous sommes? Les tatouages occidentaux sont souvent décoratifs. Ils peuvent avoir du sens, mais un sens que seul le tatoué peut comprendre. Ils n'ont pas vocation à révéler une identité dans un groupe, mais sont utilisés comme des décorations. L'homme occidental, valorisant l'individualisme, s'éloigne de la notion même de groupe, et peut-être y perd-il son identité. Mes recherches s'axent sur les îles Marquises, en Polynésie française, où justement le tatouage se pratiquait sur le corps entier. Les Marquises, Brel, Gauguin, l'envie de voyage me prend. L'envie de voir si cet esprit communautaire existe toujours. L'envie de voir comment les Marquisiens cohabitent avec le monde moderne. Pour le savoir, une seule solution. En arrivant aux Marquises, une première chose me frappe, une sensation étrange. L'énergie qui se dégage des îles est palpable. Je peux ressentir cette force qui vient probablement de l'origine volcanique de la formation de ces îles. Je m'arrête à Ivaoa, deuxième île des Marquises par la taille. Une île paradisiaque. La nature est magnifique, les arbres gigantesques. Le mont Temetiou domine. Il me tiendra compagnie durant tout mon voyage. La présence humaine est faible. À peine plus de 2000 habitants sur l'île. 10 000 seulement sur la totalité des 6 îles habitées. Les raisons me reviennent en mémoire. Je les avais découvertes pendant mes recherches. Estimée à 100 000 personnes par les Européens au XVIIIe siècle, la population chute subitement suite aux débarquements successifs des Occidentaux qui amènent avec eux les armes, l'alcool et les maladies. En 1930, la population n'est plus que de 2200 âmes. 98% de la population est décimée. Compte tenu de la culture orale et non écrite des Marquisiens, on peut imaginer que nombre de traditions se soient perdues. J'essaye toutefois de rencontrer les anciens de l'île pour qu'ils me parlent de leur enfance, des traditions de leurs grands-parents, de leur façon de vivre en groupe avant la colonisation française. Mais personne ne me répond. Personne ne souhaite témoigner. Je reste seul avec le mont Temetiou jusqu'à ce que l'on me parle de Toti, l'un des hommes à l'origine du renouveau culturel marquisien. En 1977,
Avec l'aide d'un ecclésiastique français, Totti et ses amis ont créé une association pour éviter la disparition de la langue marquisienne. En effet, le gouvernement français voulait introduire la langue tahitienne à l'école en lieu et place du marquisien. Ce fut le début du réveil des marquises. Je finis par rencontrer Totti, qui dans un premier temps a dû faire face aux mêmes difficultés que les miennes. Il a fallu quand même convaincre la plupart des anciens. D'abord, c'était surtout ça. Convaincre les anciens parce que c'était pas facile. Aller vers eux et leur dire de réveiller l'esprit culturel traditionnel. On te répond, mais tout ça, c'est tabou, c'est du paganisme. Bon, vous restez un peu quoi quand on vous dit ça, quoi. Il dit, mais et je leur réponds à ces anciens en leur disant, mais ce que vous savez, ce que vous avez su faire, c'était des transmissions que vous avez reçues. Grâce à Totti, je commence à comprendre pourquoi les anciens ne souhaitent pas répondre à mes questions. Dès que je parle de la vie d'avant la colonisation, on me parle du mal, du paganisme. Il est probable que la honte des rites cannibales du passé soit une explication au manque de coopération des anciens. Je pars à la rencontre des tatoueurs de l'île, à la recherche de l'identité tatouée propre aux marquises. Le seul tatoueur qui accepte d'être filmé ne souhaite hélas pas témoigner lui non plus. Je comprends que la plupart des tatoueurs marquisiens sont désormais à Tahiti. Plus de touristes, plus de travail pour eux. Le tatouage marquisien s'exporte, comme les marquisiens eux-mêmes. 10 000 habitants sur les îles, 10 000 marquisiens hors des marquises. Je me demande ce qu'il reste du sens des tatouages marquisiens quand ils s'exportent. Je croise des touristes venus se faire tatouer et des locaux avec des tatouages. Mais je reste bloqué dans ma quête de sens. Toutefois, le renouveau marquisien existe bel et bien. La langue marquisienne est désormais enseignée à l'école. Je découvre que depuis quelques années, un festival remet à jour les pratiques ancestrales. Le Festival des Arts, qui se tient tous les 2 ans. L'occasion pour les marquisiens de faire renaître l'esprit des anciens. Une semaine tous les 2 ans, trop peu pour que j'aie la chance d'arriver au moment propice. Je me contente d'images d'archives. Je suis impressionné. Ces coutumes me semblent aux antipodes du mode de vie actuel. Mais les marquisiens continuent de questionner leurs racines, et ils ont même créé une académie pour partir à la recherche des connaissances perdues. L'académie comporte 2 membres sur chacune des 6 îles habitées des marquises. Ma chance tourne. Une réunion de l'académie se tient sur Ivaoa. Je trouve enfin des personnes à interroger. J'apprends que la tradition du tatouage que je viens chercher a été interdite par l'Église pendant longtemps. Je commence à comprendre toute l'importance de l'arrivée de la religion catholique aux marquises. À l'école, on nous interdisait de parler le marquisien. Donc il fallait parler français. Et moi, tout ce qui était, culture marquisienne, je ne participais pas. Peut-être qu'ils voulaient faire de moi une bonne sœur. Il fallait que je reste à la maison, que je travaille à la maison. Voilà. Quand il y avait des fêtes dans le village, je ne participais pas, j'allais simplement voir. J'ai grandi avec mes parents parce que mon grand-père s'occupait au fait de la paroisse. Tout était concentré sur l'église. Dans la famille de mes grands-parents que je vivais, le soir, avant de s'endormir, il faut faire la prière. Et la prière à chaque repas, avant chaque repas, et la prière avant de partir au travail, ça c'est ma grand-mère, ça. Et tout est prière. Avant d'entreprendre un travail, on prie. Avant de sortir de la maison pour aller dans la vallée travailler, on prie. Et au retour de la vallée, on prie.
on remercie le Seigneur à chaque fois quand il y a quelque chose d'important à faire dans la famille. Avant, les gens vivaient en communauté, tout se partageait. Ça, c'est très bien. Et puis, la souffrance, c'est qu'il y a eu quand même cette passation de l'ancien temps au nouveau temps. Quand les missionnaires sont arrivés, ou les Européens après sont arrivés, ben, ils ont mis des règles qui ont fait souffrir quand même beaucoup de populations marquises, qu'ils avaient du mal à s'adapter à ces règles, parce qu'ils avaient leur propre mode de vie. Et bon, maintenant, avec tout ça, les enfants qui vont à l'école, c'est quand même l'école française. Et là, on nous a inculqué l'histoire du Moyen-Âge, ça ne nous intéresse pas, mais qui était quand même dans le programme de l'école. Avec ça, on est obligé d'apprendre cette histoire. On a oublié l'histoire de nos ancêtres. On ne parlait pas de nos ancêtres. C'était un tabou. C'est le Festival des Arts, le Motuhaka, qui a réveillé ça. Ce qui nous a dit, ah non, n'oubliez surtout pas que vous avez des racines. Alors les racines, ce sont vos ancêtres. C'est grâce à ces ancêtres que vous êtes là. Et vous avez une culture très très riche qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc le festival nous a permis de revenir un peu dans le passé et de penser les plaies du passé. Avec les missionnaires qui est Monseigneur de Cléache, qui nous a ouvert la porte de la culture marquisienne. Puisque c'est le catholicisme qui a mis le tabou entre la culture européenne et la culture marquisienne, et il faut que ça soit un missionnaire, parce que le missionnaire qui a posé plein de tabous, il faut que ça soit un missionnaire qui vient ouvrir pour apaiser le cœur de Marquisien. Et c'est pour ça que maintenant, on vit bien avec les Européens. Ça ne nous dérange pas du tout de partager notre culture avec la culture française. Monseigneur Hervé-Marie Lecréache est l'ecclésiastique français qui a soutenu Totti et ses amis dans leur projet de préservation de la culture marquisienne. Décédé en 2012, il a marqué les consciences aux marquises. Il a permis aux marquisiens de lever les tabous que l'Église avait posés. Un travail de recherche est alors nécessaire pour retrouver les traditions perdues. C'est ici que les membres de l'Académie agissent. Plusieurs commissions existent, chacune dédiée à un domaine. Une commission s'occupe de la langue marquisienne, l'enrichissant de mots nouveaux. Une commission s'occupe des contes et légendes, en sollicitant la mémoire des plus anciens. La dernière commission, elle, s'occupe de répertorier les plantes des îles à la recherche du savoir médicinal perdu. La tâche est difficile, et la tradition la plus dure à retrouver est cet esprit de groupe que j'étais venu chercher. Au fait, en vivant avec ma grand-mère, elle m'a beaucoup appris. Ma grand-mère m'a beaucoup appris parce que dans le village où j'étais, tout était nature. Quand on voulait manger, on allait pêcher, on allait pêcher les chevrets dans la rivière. Donc quand elle faisait la cuisine, elle me faisait participer. J'étais tout le temps avec elle. Au fait, c'était mon amie, ma maman, ma grand-mère et tout ce que... Et quand on allait chercher le bois, parce qu'à l'époque où j'étais, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas... Alors on allait chercher notre bois avec un cheval. On prenait un cheval, on allait chercher le bois sec pour faire pour cuire notre nourriture. C'était cette époque-là, mais c'était génial parce que tout était nature, on n'était pas pollué. Hein. À cette époque-là, quand j'étais très jeune, les hommes allaient à la chasse et quand ils revenaient de la chasse, ils partageaient tout. Ils partageaient tout avec tout le monde. Quand ils allaient à la pêche, ils partageaient tout. On partageait tout. J'aimais bien cette époque-là. C'était la belle vie. L'évolution, le progrès, tout a changé. Hein. Parce que quand on a commencé à terrasser, à faire des routes et tout ça, les rivières ont commencé à baisser. Et puis après, il y a eu tout ce qui est progrès à côté. Hein. Quand le commerce est arrivé, tout ce qui est magasin et tout ça, maintenant on achète pas mal de produits qui nous font pas mal de mal. Mais du bien aussi, parce que c'est la facilité. Il y a la facilité de ce côté aussi, d'avoir tout dans un magasin. Mais il y a le côté,
comment dire, qui empoisonnent, on va dire, notre vie. La modernité a simplifié la vie des Marquisiens. On ne lève plus à la main. Plus de longues préparations pour les repas. L'occidentalisation est de mise. On cuisine désormais des légumes venus de Nouvelle-Zélande. Pourtant, la nature ici est plus que généreuse. Des fruits gigantesques, des bananes, des mangues, des papayes, du méhi. Je goûte à la joie de faire mon marché en ramassant et cueillant simplement ma nourriture, comme certains Marquisiens continuent de le faire. Autrefois, c'est à la pirogue que l'on allait chercher le poisson. La pêche est aujourd'hui laissée aux spécialistes possédant un bateau conforme au règlement, et le partage d'antan n'est plus vraiment d'actualité. Les poissons sont toujours aussi nombreux, mais la pêche est désormais une activité économique. Le colonialisme et l'occidentalisation semblent avoir détruit ce qui pouvait rester de l'identité communautaire marquisienne. Je suis déçu. Ce que je suis venu chercher, la signification originelle des tatouages, le mode de vie en communauté, semble ne plus exister sur cette île. Mais peut-être étais-je à la recherche d'un mythe, d'une simple histoire. Il n'y a plus de témoins du temps d'avant les colons, juste des livres, des histoires. Plutôt que de chercher un passé que je ne trouverai pas, je préfère me concentrer sur le renouveau dont Toti m'avait parlé. Comment construire une nouvelle identité à partir de ces anciennes histoires. Je décide de partir explorer l'île à la recherche de traces de cette culture réémergente. Au fur et à mesure de mes déambulations, je découvre que sur les marchés, on trouve une fois par semaine des plats dits traditionnels, préparés uniquement avec des produits locaux. Ça là, c'est du cochon cuit avec du taro. J'y rencontre une charmante dame qui se fait un plaisir de partager son savoir-faire culinaire. Puis je m'intéresse au tiki que l'on peut voir un peu partout sur l'île. Le tiki est une sculpture de forme humaine, représentant le plus souvent des ancêtres divinisés, les Marquisiens étant, avant l'arrivée des colons, polythéistes. Chaque tiki représente donc un ancêtre différent, mi-dieu, mi-homme. La mythologie polynésienne définit Tiki comme le personnage ayant engendré le premier humain. Les tikis sont également un symbole de virilité. Ils sont aujourd'hui l'emblème de la culture marquisienne et dynamisent l'artisanat local. Je décide d'aller visiter l'île la plus proche d'Ivaoa, l'île de Tauata. J'ai le privilège d'être accueilli par des dauphins. L'île est tout aussi magnifique qu'Ivaoa. Grâce à de nouvelles rencontres, j'apprends à peler des noix de coco, mais surtout à cuisiner le méhi, ce fruit de l'arbre à pain, comparable à la pomme de terre, qui était la base de l'alimentation en Polynésie avant l'introduction des légumes. Ma visite est courte, mais les personnes me semblent plus ouvertes au dialogue que sur Ivaoa. Mon voyage aux Marquises sera-t-il représentatif de l'ensemble des îles? Difficile à savoir. Je poursuis ma découverte de Tauata. Tout comme à Ivaoa, beaucoup de chevaux sont présents sur l'île. On m'informe qu'hélas, il est désormais interdit de circuler à cheval dans les villages par mesure de propreté. Je me demande si l'importation de 4x4 rendra l'île plus propre. Ma route croise celle d'un sculpteur sur os. Au milieu de ses bijoux, une flûte nasale. Un instrument magnifique et que je ne connaissais pas. Je lui demande de m'en jouer un peu.
De retour sur Ivaoa, je retrouve le mont Temetiu qui se cache toujours dans les nuages. Je pars alors à la rencontre de la nouvelle génération. À l'école, les cours sont en français. 2 heures par semaine sont toutefois consacrées à l'enseignement de la langue marquisienne, dont une partie de chant et de danse. J'arrive en période de vacances scolaires, mais l'école se transforme en centre aéré. J'y apprends que les enfants seront tous obligés d'aller poursuivre leurs études à Tahiti, faute d'avoir un lycée aux Marquises. Comment ces enfants vont-ils vivre leur identité marquisienne, tiraillée entre l'Hexagone, Tahiti et les Marquises? Justement, un jeune marquisien étudiant à Tahiti revient aux Marquises pour les vacances et accepte de témoigner. Je suis frappé par la maturité de ce jeune homme de 17 ans. Alors à l'école, en cours d'histoire, on nous apprend la guerre qui s'est passée en France, mais que de l'histoire française. On ne nous apprend pas notre culture, ce qui s'est passé ici, ou ce qui s'est passé, mais vaguement. C'est-à-dire, voilà, les colons, ils sont arrivés, et c'est tout. Ils ont colonisé, ils ont mis la religion, et c'est tout. Pas plus. Pour moi, ça, c'est négliger un peu notre culture. C'est de la mettre comme si elle n'était pas importante. Alors que si c'est un peu notre histoire, hein, pour aller de l'avant, il faut qu'on apprenne aussi de notre passé et non pas du passé de la France. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on nous a interdit des choses? Pourquoi ils ont interdit le tatouage? Alors que le tatouage, c'est un peu notre identité. Quand tu voyais un guerrier tatoué, tu savais de quelle tribu il était. Juste à regarder son tatouage, tu savais quelles étaient ses motivations, ses objectifs. Pour moi, mes ancêtres, c'était des hommes humbles déjà, humbles, respectueux envers la nature et de grands guerriers. Pour moi, c'est de grands guerriers. Et avec l'arrivée des colons, ces grands guerriers se sont éteints parce que, je sais pas. Et c'est ce qu'on cherche en fait, ce que nous on cherche. Nos ancêtres, on les a oubliés. Avec la religion, et la religion, ils nous disent aussi que voilà, nous il n'y avait que le mal avant en fait. L'éthique, c'est le mal. Nous, Dieu, c'est le mal. Parce qu'ils voyaient le cannibalisme et tout, ils disaient, vos pratiques, c'est mal. Alors que non. Parce que même dans la religion catholique, il y a aussi le démon, c'est le mal. Mais ils voient que Dieu, le Dieu céleste. Et chez nous aussi, il y a des dieux gentils comme des dieux méchants. Il faut juste voir où tu veux aller, de quel côté tu veux être. C'est juste ça. Gabriel me décrypte ses tatouages, où sont représentés sa fratrie, ses parents, ses grands-parents, qu'il appelle ancêtres, les îles Marquises qui sont symbolisées dans un cercle et soutenues par des marquisiens. Gabriel lui-même, accompagné d'un dieu, les polarités de sa personnalité, son côté suiveur, son côté leader. Les dents de requin marquent sa force. Le groupe de danse traditionnelle qu'il a créé est également symbolisé. Le peigne du tatoueur est là, en son hommage. Les tatouages sont pour Gabriel le symbole du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il compte bien continuer sa fresque. Quand j'aurai fini là, je pourrais me dire marquisien. Je pourrais dire que je suis marquisien et affirmer mon identité marquisien et non pas français. Enfin, pas français. Je sais pas comment le dire. Mais voilà, je suis marquisien. Je ne peux évidemment pas savoir si Gabriel est représentatif de la nouvelle génération. Mais il est décidé à vouloir aider les autres à affirmer leur identité marquisienne. C'est ici que s'arrête ma quête. Mais le renouveau marquisien me semble bien être là, dans cette génération. Pourra-t-elle inverser la tendance et créer une nouvelle identité basée sur les récits du passé ?
L'esprit communautaire refera-t-il surface? Il faudra probablement beaucoup de temps. Je quitte avec regret les marquises et sa nature si généreuse. C'est la fin du voyage, un voyage qui donne envie de réfléchir, de repenser la question de l'identité, mais aussi celle du lien entre l'homme et la nature, si tant est que l'homme puisse en être dissocié.